Salutations férus de prospection spirituelle où que vous soyez sur cette magnifique planète qu'est notre Terre. J'invite le nouvel auditoire à consulter les capsules Pépites numéro 1 sur 2 et numéro 2 sur 2 qui présentent cette chaîne, son présentateur et son contenu. Ces informations vous seront utiles pour apprécier à sa pleine valeur la présente capsule Pépite et toutes les 36 autres de la série sur la vie. Pour accompagner la série sur la vie en fichier de format PDF, j'ai opté pour produire un concept de capsule Pépite sous la forme de vidéo qui ne se substitue point au fichier PDF, mais les complète. Pour l'auditoire d'expérience dans notre genre de prospection de pépites spirituelles, aujourd'hui, il sera question de la capsule Pépite numéro A4 sur 9 qui s'intitule Tome 1, l'humanité déshumanisée, le contexte économico-financier, partie 1 sur 3, les fondements de l'économie. Il est important de savoir que l'économie est la somme de toutes les activités à caractère économique, c'est-à-dire où il y a un échange d'une marchandise ou d'un service contre de la monnaie, quelle qu'en soit la forme de paiement. Dans les cas où la contrepartie est non monétaire, soit une marchandise ou un service, on parle alors de troc et n'est pas comptabilisé dans les valeurs de l'économie en raison de la difficulté à en établir la juste valeur marchande. Puisque l'économie est basée sur des échanges, en principe sur une base volontaire plutôt que forcée, entre divers intervenants, on présume que le vendeur et l'acheteur estiment chacun recevoir une juste compensation de l'échange, sinon un des deux intervenants refuserait le dit échange et la transaction n'aurait pas lieu. Du côté de l'offre, le degré de compétition entre vendeurs n'est pas le même pour tous les secteurs d'activité. Il y a des domaines où l'offre de produits ou de services est très abondante. Là où il y a généralement une abondance de petits vendeurs et d'autres secteurs d'activité où il y a très peu de vendeurs et qui sont de très gros vendeurs. Il en va de même à l'autre bout de la lorgnette, du côté de la demande. Il y a certains secteurs d'activité où il y a une abondance de très petits acheteurs et d'autres secteurs d'activité où il n'y a que peu d'acheteurs, mais de très gros acheteurs. Ces caractéristiques déterminent le rapport de force entre les divers intervenants et influencent l'établissement des prix avec d'autres facteurs, dont les produits ou services de remplacement ou de substitution, etc. La règle générale est qu'un très grand nombre de petits vendeurs tend à équilibrer le rapport de force avec un très grand nombre de petits acheteurs, mais tend à favoriser les très gros acheteurs qui sont en petit nombre. Un très petit nombre de très gros vendeurs tend à équilibrer le rapport de force quand il y a un très petit nombre d'acheteurs de très grosse taille, mais tend à les favoriser quand il y a une abondance de petits acheteurs. De là l'intérêt pour les individus intelligents avec peu ou pas de principes moraux et dont la cupidité est sans fin, de déployer des trésors d'imagination afin de se donner un rapport de force qui leur est favorable. D'abord au plan économique, et leurs ambitions n'ayant pas de limite, par la suite, ils se serviront de leur puissance économique et financière pour chercher à étendre leur influence au domaine politique, pour leur permettre d'accroître leur rapport de force, leur fortune personnelle et leur pouvoir personnel. De tels individus sont prêts à tout pour parvenir à leur fin. Les stratégies d'affaires conventionnelles et légales pour nuire aux compétiteurs jusqu'à tout ce que l'on peut imaginer dans le plus illégal du terme. Achat d'espace avantageux chez leurs clients au détriment de concurrents, contrat d'exclusivité, lobby pour mettre diverses obligations imposées par les gouvernements au nom de soi-disant principes qui semblent bien, mais qui tendent à défavoriser les petites entreprises au détriment des très grosses entreprises. Poursuites judiciaires abusives et à répétition contre des petits concurrents intentés par les grosses entreprises.
collusion entre compétiteurs, fusion, rachat de compétiteurs, souvent à rabais, après diverses tactiques ayant nui et ayant fait perdre de la valeur financière aux dits compétiteurs, etc. Finalement, la résultante est toujours la même, la réduction effective de la concurrence dans le secteur d'activité choisi, économique, financier et politique, tout en préservant une apparence de concurrence. Mais qu'on ne se laisse pas leurrer, à la fin, il ne restera seulement qu'une petite poignée de très gros joueurs, contrôlés à distance par les mêmes individus cachés derrière des sociétés écrans et leurs plus fidèles serviteurs, qui s'accapareront la quasi-totalité de l'activité économique, financière ou politique et laisseront des miettes aux autres petits joueurs présents. Dans le meilleur des cas, qui feront de la figuration et permettront de préserver les apparences d'une libre concurrence. Dans cette situation, les marges de profit des très grosses entreprises auront tendance à être supérieures à la moyenne qu'on retrouve dans l'économie en général et on ne retrouvera pas de guerre de prix. Même s'il ne nous est pas possible de voir ni d'entendre ce qui se fait et se dit en secret derrière des portes closes, le jupon finit toujours par dépasser et être vu au grand jour. Personne n'a vu ni entendu leur manigance, mais tous sont à même de constater la résultante de leur manigance et leurs conséquences au grand jour. Cette règle semble avoir été bien comprise par certains individus qui ont bâti des empires financiers allant jusqu'à l'établissement de monopoles dans certains secteurs d'activité économique. Aux États-Unis d'Amérique, il y a eu John D. Rockefeller qui a construit un monopole dans le domaine pétrolier et dont le démantèlement de la Standard Oil a été ordonné par la Cour suprême des États-Unis en 1911. Depuis ce temps, tous les magnats ont appris qu'il se devait d'être plus subtils et de donner l'impression de respecter les lois en matière de concurrence s'ils veulent construire des empires qui ne risquent pas d'être démantelés par le premier tribunal. Ceci explique qu'il existe des individus beaucoup plus riches que les vedettes publiques, qui occupent le sommet des palmarès des individus les plus riches de la planète selon le magazine Forbes, les Elon Musk, Bill Gates et Warren Buffett de ce monde. Je devine que ces individus extrêmement riches, dont on entend rarement les noms, cachent leur fortune au moyen d'une myriade de sociétés écrans et de fonds d'investissement qui ne dévoilent jamais le nom de leurs clients ni leur nombre. Ces richissimes individus n'occupent aucune place sur le devant de la scène financière et politique et utilisent leurs fidèles collaborateurs pour les représenter incognito et défendre leurs intérêts auprès des gouvernements et des conseils d'administration des grandes entreprises. Ces gens ont très certainement compris qu'on n'a pas besoin de tout posséder pour influencer. Il suffit de se mettre en position pour exercer un contrôle effectif. Cette technique fonctionne aussi bien en affaires qu'en politique. L'important, c'est de grossir au point d'obtenir un contrôle effectif d'un secteur d'activité économique ou même politique, tout en s'assurant de laisser un très petit nombre de très gros joueurs qu'il contrôle à distance. Question de respecter les lois sur la concurrence en préservant l'apparence de l'économie de libre marché et de libre concurrence. La même méthode s'applique en politique où il n'y a que deux grands partis qui gouvernent en alternance et plusieurs petits partis qui ne font que de la figuration, la pseudo-démocratie. Dans le monde politique en Occident, les États-Unis d'Amérique et le Canada sont chacun dirigés par deux grands partis politiques depuis leur création. Il y a bien quelques autres partis politiques de plus petite taille qui, jusqu'à présent, n'ont fait que de la figuration politique. Bien que le pouvoir dans ces deux pays soit partagé en alternance, qui bénéficie le plus des décisions gouvernementales et qui ont tendance à faire le plus les frais des politiques gouvernementales
indépendamment du parti politique au pouvoir. Autant aux États-Unis qu'au Canada, la tendance est claire. Les plus pauvres et la classe moyenne s'appauvrissent graduellement et continuellement, tandis que les plus riches s'enrichissent continuellement et de manière accélérée. Le capitalisme se compare à un jeu de Monopoly. Qui a déjà joué à Monopoly sait que la partie prend fin quand un concurrent a dépossédé ses compétiteurs de tous leurs biens. Comme au Monopoly, on peut présumer qu'à la fin, le capitalisme débouchera sur le totalitarisme mondial. Un peu avant la fin, on peut s'attendre à ce que les quelques individus les plus richissimes et puissants de la planète et qui ambitionnent de s'emparer du pouvoir mondial vont se faire une guerre acharnée et impitoyable afin d'éliminer leurs derniers compétiteurs. Cette guerre se fera par blocs de pays interposés, contrôlés par chacun des derniers prétendants au trône mondial. Ces mêmes individus se serviront des gouvernements qu'ils contrôlent pour faire la guerre aux pays contrôlés par leurs rivaux et également en faisant la guerre aux citoyens de leur propre pays pour les déposséder de leurs richesses et se les accaparer pour augmenter leurs chances d'acquérir la suprématie mondiale. On peut voir l'économie mondiale comme une gigantesque tarte où chaque intervenant économique tente de s'accaparer une pointe de la tarte, alors qu'une infime partie des intervenants économiques les plus avides et voraces convoitent la tarte au grand complet. D'ailleurs, comme l'économie est constituée par des échanges de biens et services entre ces diverses unités économiques, individus, entreprises, gouvernements, ce qu'un intervenant économique perd lors d'un échange économique, un autre le gagne. La taille de l'économie mondiale était estimée à environ 101 000 milliards de dollars américains pour l'année 2022, selon la Banque mondiale, pour une population planétaire estimée à environ 8 milliards d'individus. Donc, il y aurait eu pour un peu moins de 13 000 dollars américains d'échanges commerciaux en moyenne par habitant de la Terre pour toute l'année 2022. On comprend aisément qu'on ne devient pas un multimilliardaire par hasard. Les multimilliardaires en dollars US sont extrêmement peu nombreux sur la planète. Le magazine Forbes a répertorié 2640 multimilliardaires dans le monde en 2023, ou une personne sur environ 3 millions de personnes en moyenne, pour une fortune globale évaluée à plus de 10 000 milliards de dollars américains, soit une moyenne légèrement inférieure à 4 milliards de dollars américains par milliardaire, tandis que les pauvres, eux, se comptent par milliards. Une question très intéressante vient à l'esprit. Au rythme de ces chiffres pour 2022, combien d'ultra-pauvres cela prend-il pour faire un ultra-riche multimilliardaire? Je présume que vous êtes comme moi et que vous ignorez la réponse. Faisons ensemble une brève recherche. À défaut de connaître le nombre précis d'ultra-pauvres requis pour obtenir un multimilliardaire à partir de ces données, trouvons combien d'ultra-pauvres sont requis à partir de leur revenu pour toute une année pour totaliser la fortune moyenne des 2640 multimilliardaires répertoriés par la revue Forbes. Si on retient le pays ayant le revenu par habitant le plus bas de la planète, soit le Burundi, un pays de 3,44 millions d'habitants en Afrique, dont le revenu moyen a été de 307 dollars américains par habitant pour toute l'année 2022, soit un revenu moyen par habitant 41,2 fois plus bas que la moyenne planétaire. On obtiendrait un chiffre effarant, légèrement inférieur à 125 millions des plus pauvres parmi les pauvres de la planète, pour obtenir un multimilliardaire qui possède en moyenne une fortune évaluée à 3 780 millions de dollars américains.
Le Burundi ne suffirait pas à lui seul, avec ses 3,44 millions d'habitants, à fournir tous les ultra-pauvres requis que nous avons estimés à 125 millions pour obtenir un multimilliardaire moyen. Il lui faudrait en importer d'ailleurs ou en créer en plus grand nombre. En conclusion, on comprend aisément le dicton qui dit qu'il est beaucoup plus facile d'entrer dans la pauvreté que d'en sortir. On comprend également que le capitalisme produit ultimement deux sous-produits, une infime minorité d'ultra-riches et une multitude d'ultra-pauvres. Ce qui nous amène une autre question fascinante. Qu'est-ce qui attire ou pousse les gens à la pauvreté? Avant de tenter de répondre à cette nouvelle question, nous allons nous intéresser aux monnaies. Puisque la monnaie, pas la petite monnaie, mais la très grosse, visiblement intéresse très fortement certains individus plus que d'autres, qui crée et contrôle la monnaie. En terminant, pour en apprendre davantage sur le sujet abordé, je vous invite, si ce n'est déjà fait, à télécharger gratuitement les fichiers en format PDF que vous trouverez à l'intérieur de la capsule Pépite numéro 1 sur 2 et à lire dans l'ordre croissant des tomes la trilogie Série sur la vie. Une œuvre fondamentale et pratique d'une vingtaine de pages de contenu par tome que j'ai écrite. Elle relate ma compréhension de plusieurs aspects importants de la vie, du sens profond de l'expérience humaine, du dessein de Dieu, et qui partage les réponses trouvées aux questions fondamentales: qui sommes-nous? D'où venons-nous? Quoi faire de notre vie? Bonne lecture, merci de votre écoute, et à la prochaine capsule Pépite numéro A5 sur 9, tome 1, l'humanité déshumanisée, le contexte économico-financier, partie 2 sur 3, les monnaies. Tourlou.